passé depuis 3 ans et demi. Vous vous rappelez que dès qu'on a viré, dès qu'on a dégagé, puisque c'était le terme, dégage à Ben Ali, dès qu'on a dégagé Ben Ali, nous avions véritablement un grand mouvement de mobilisation de tous les secteurs qui ont été touchés par le maintien d'une dictature qui a duré plusieurs décennies. Une dictature féroce, une dictature qui a maintenu quasiment contre les travailleurs, contre les salariés, contre l'ensemble des masses populaires, une politique de spoliation, une politique, bien sûr la répression était là pour surtout permettre à ce qu'on appelle, à ce que j'appelle moi la lumpen bourgeoisie tunisienne de faire ses choux gras et de s'enrichir sur le dos du peuple tunisien. C'est la raison pour laquelle il y a eu révolte et révolution. Après le dégageage, puisqu'on l'a dégagé Ben Ali, il y a eu une période ouverte. Il y avait une possibilité pour qu'effectivement on auto-organise la population. Il y avait un début d'auto-organisation. Il y avait dans les quartiers des formes d'auto-organisation de défense des quartiers. On pouvait voir ces formes d'auto-organisation évoluer. Tous les secteurs qui n'avaient aucun intérêt à voir la population s'organiser ont préféré proposer ce que j'appelle moi la course à l'échalote électorale. On a dit aux masses tunisiennes, allez, on va organiser une grande échéance électorale, celle de la constituante. Et cela s'est réalisé au mois d'octobre, le 23 octobre 2011. À partir du moment où on a demandé et on a réclamé d'organiser une échéance électorale, il y avait une dynamique unitaire, il y avait une dynamique de fusion politique, y compris de la gauche radicale, de de l'extrême gauche. Ben, tout ça s'est cassé la gueule parce que tout le monde a voulu aller vers les élections, tout le monde a voulu créer sa propre liste pour concourir à cette élection et résultat des courses, la gauche qui dans un premier moment, il faut le rappeler, a créé un cadre unitaire qui s'appelait le Front du 14 janvier. Cette gauche s'est dispersée dans les élections et elle s'est retrouvée affublée du sobriquet de 0, en arabe on dit surface. Pourquoi? Parce que effectivement c'est Ennahda, le parti des frères musulmans tunisiens qui a réussi à rafler la mise à l'échéance d'octobre et à obtenir une majorité. Il faut rappeler simplement qu'à ces élections, la moitié du corps électoral s'est déplacé, alors qu'on avait présenté ces élections comme l'échéance fondamentale, essentielle pour le peuple tunisien. Donc, on a une majorité qui se déclare pour les frères musulmans tunisiens. Comme on a aussi, et vous le rappelez dans la même période, une majorité en Égypte qui se porte sur les voies. Donc on se retrouve avec en Tunisie un programme ultralibéral dès l'élimination du premier gouvernement Nardawi, celui de Chbeli, et on se retrouve avec Morsi, le président frères musulmans en Égypte, avec aussi un programme ultralibéral. C'est en gros l'application de ce que le Fonds monétaire international proposait à ces pays, c'est-à-dire privatisation, privatisation et privatisation. Voilà le programme qu'ils ont mis en place, en gros sur à peu près une année. Très vite, par rapport à ces gouvernements, il y avait une contestation qui est montée, aussi bien en Égypte qu'en Tunisie. En Tunisie, la même gauche qui s'est dispersée aux élections a voulu tirer la leçon de la dispersion et a recréé un autre front. On l'a appelé le Front populaire, vous avez notre stand qui est là. Ce Front populaire était une véritable bonne chose à faire. Pourquoi? Parce qu'effectivement, nous nous retrouvions par rapport à un champ politique miné, occupé par, d'un côté, les théologiens de frères musulmans, du groupe, de l'organisation frères musulmane, et de l'autre côté, nous avions la contre-révolution qui était en train de s'organiser, en particulier dans les rangs de l'ancien régime. Et les différentes composantes de l'ancien régime se sont retrouvées sous l'étiquette
d'un parti, d'un front aussi qui s'appelle Nidé Tunis, l'appel de la Tunisie. Ce front de cette bourgeoisie, entre les deux organisations, nous nous retrouvions avec aucune représentation, à la fois d'abord des masses populaires, des salariés, des jeunes, des femmes, mais on se retrouvait aussi incapables de pouvoir porter un vrai discours alternatif à la politique ultralibérale, aussi bien des théologiens que les adeptes de l'Ancien Régime, parce qu'effectivement, ils se sont réunis sous l'ombrelle de cette organisation qui s'est appelée Nidé Tunis, mais ils ont organisé essentiellement, et ils avaient comme programme essentiellement de refaire du Ben Ali. Donc on avait, pour résumer la situation, en gros, entre 2011 et 2013, on avait un gouvernement, frères musulmans, qui menait une politique ultralibérale, qui faisait du Ben Ali sans Ben Ali, et on avait en face de lui les clans de l'Ancien Régime qui se regroupaient tout simplement pour faire du Ben Ali sans Ben Ali aussi. Donc voilà le champ à droite, on va dire. À gauche, le Front Populaire se proposait, c'est dans sa plateforme initiale, de dire nous refusons, c'était le refus radical des deux versants de la contre-révolution. Le versant théologien, le versant religieux et le versant laïque moderniste. Et nous proposions tout simplement de continuer sur la lancée ouverte par le processus révolutionnaire en essayant de mobiliser les gens autour effectivement de la question du chômage qui était la principale question et de l'emploi des jeunes en particulier puisque comme vous le savez une grande partie de la jeunesse en Tunisie mais aussi en Égypte et dans toute cette région se retrouve au chômage y compris et en particulier dans ces franges diplômées, c'est-à-dire vous avez aujourd'hui pour vous donner une idée et un chiffre assez parlant, rien que dans ce Maghreb, dans cette Afrique du Nord, Tunisie, Algérie, Maroc, on compte aujourd'hui 500 000 diplômés chômeurs au Maroc au chômage, 500 000 en Algérie et environ 250 000 en Tunisie. Ça vous donne un petit peu un ordre d'idée du chômage de ceux qui se sont sacrifiés, dans les familles se sont sacrifiés pour les études et qui se retrouvent au chômage. Ça c'est pour ceux qui ont pu faire des études. Mais il y a une autre masse de jeunes incapables de faire des études et ceux-là ils sont encore plus nombreux. On compte à peu près la moitié de la population qui survit aujourd'hui avec des petits boulots au black dans ce qu'on appelle l'économie informelle. Donc voilà décrit rapidement la situation en 2013, en fin 2012-2013 où on crée le Front Populaire. Dès le moment où on a créé le Front Populaire, le danger a été perçu par nos ennemis de classe nécessairement, puisque là il y avait un affrontement de classe. Et au bout de 6 mois de la création de notre mouvement, on assassine un des plus prestigieux dirigeants de notre mouvement, Chokri Beid. On a le premier assassinat politique, on a le premier assassinat organisé, avec véritablement une stratégie pour liquider un des principaux, mais le principal, à mon avis, le principal dirigeant du Front Populaire, parce que là, on sentait le danger de maintenir cette personne vivante, capable effectivement, parce que c'était un orateur exceptionnel, de pouvoir mobiliser. Dès l'assassinat de notre dirigeant, et à l'occasion de son inhumation, il y a eu plus d'1 million de personnes qui est sorti dans la rue pour accompagner Chokri Beid dans sa dernière demeure. Il y avait, du point de vue syndical, du point de vue du mouvement de l'UGTT, la principale centrale syndicale, un appel à une grève générale à l'occasion de cet assassinat. Donc on avait véritablement une situation de crise où il fallait, c'était une obligation pour nous, être à ce moment-là offensif, dire un nahda, cette contre-révolution religieuse a perdu la face avec l'assassinat de notre dirigeant. Nous portons en tant que Front Populaire, en tant que militants de la révolution, nous portons candidats au pouvoir en Tunisie. Ça, c'était la bonne politique. Et on pouvait le faire avec le million de personnes qui étaient sorties
unis et en s'appuyant sur cette formidable mobilisation. Une partie de notre mouvement, une partie des dirigeants de notre mouvement, à cette occasion particulièrement, a choisi de faire le contraire, totalement le contraire de cela. Et pareil, après l'assassinat du deuxième dirigeant, nos responsables du Front Populaire continuent sur la même lancée qui est celle de l'alliance avec l'Ida Tunis. Au sein du Front Populaire, il y a eu une quasi-cassure entre deux versants. Une partie des militants et militantes ont dit non, on ne s'allie pas au diable, ou on ne cherche pas à faire la différence entre le poison religieux ou le poison laïque. Ce sont deux poisons qu'il faut éviter de côtoyer. On préfère continuer notre lutte sur la base de ce qu'on a dit, ce qu'on a affirmé, notre autonomie et indépendance. Une autre partie du Front Populaire a préféré, elle, continuer à s'enferrer littéralement dans une politique encore de collaboration pire que la précédente, puisqu'ils ont créé un Front de salut national, FSN, Front patriotique. Parce qu'effectivement, dans leur idée à eux, c'est qu'il faut être gros patriotiquement pour vaincre l'ennemi religieux, l'ennemi les théologiens d'Anad. Et là, on est fin 2013, c'est l'actualité. Nous avons une situation où véritablement, au lieu d'avoir un mouvement politique indépendant, autonome, défendant à la fois une radicalité, le maintien du souffle du grand chambardement de l'hiver 2010-2011, nous avons des dirigeants qui ont tourné le dos à cela. Et on se retrouve dans une situation critique aujourd'hui. Au lieu d'avoir notre mouvement qui aurait été quasiment porteur de la révolution, aujourd'hui, on se retrouve coincé parce que nos dirigeants ont choisi la voie finalement de la collaboration de classe. Mais l'histoire n'est pas fermée, l'histoire n'est pas arrêtée. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, et je vais terminer là-dessus, après je laisserai dans la discussion le débat sur l'actualité. L'histoire n'est pas finie. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que le grand chambardement de l'hiver 2010-2011, il faut rappeler qu'il est arrivé d'abord, 2010-2011, est arrivé après une longue vague de répression, des décades entières de répression qui ont représenté un peu les défaites pour la Tunisie. Je parle de la Tunisie là, mais on pourrait parler d'autres pays arabes, qui ont été maintenus sous le boisseau des dictatures, de dictatures féroces. Ça a duré une quarantaine d'années. Il y a eu des luttes formidables durant ces 40 dernières années. Des générations de militants se sont battus contre les dictatures, ont connu la torture, la prison, la mort. On a eu une grève générale le 26 janvier 1978 qui a été brisée dans le sang. L'ensemble des dirigeants radicaux du syndicalisme ont été emprisonnés, et pour les dirigeants à 10 ans de travaux forcés en 1978. On a eu en 84, toujours au mois de janvier 84, parce qu'il faut rappeler que notre mai à nous, le mai français, se déroule toujours de manière décalée en janvier, c'est comme ça, c'est toujours les mois de janvier, voire un petit peu les mois de février. Et donc, en janvier 84, on a eu une émeute de la faim, lorsque effectivement FMI et Banque mondiale imposent à ces pays des restructurations drastiques qui touchent les revenus des couches les plus pauvres de la société. On a un mouvement de contestation de la dictature, mais qui n'arrive pas à se structurer, parce qu'on est dans une période, ça, vous le savez comme moi, les années 90, les années 2000, les années fric, où on ne pouvait pas effectivement se battre pour le camp des travailleurs. On l'a connu en France, on l'a connu en Tunisie et à l'échelle internationale. Mais dès 2007-2008, dès la crise et l'effondrement du système capitaliste, avec la crise systémique à l'échelle internationale, là, de nouveau, on a eu un nouveau départ. Et c'est grâce à ce nouveau départ qu'en Tunisie ou en Égypte ou dans beaucoup de pays, on a pu voir les masses abattre des dictatures, se mobiliser pour abattre, et on les a abattus. On a dégagé Ben Ali, personne n'aurait cru, même la veille que Ben Ali pourrait être dégagé. Moubarak a été dégagé, personne, on nous disait que les enfants de ces dictateurs, ou les femmes de ces dictateurs, se porteraient garants
pour la suite, pour maintenir l'exploitation de la dictature. Et bien tout ça est tombé en 2010-2011. La situation économique n'a pas changé. Vous le voyez aujourd'hui, que ce soit en France, en Tunisie ou sur tous les continents. Au contraire, ce qu'on voit, c'est la lutte des travailleurs, c'est la lutte des salariés, c'est la lutte des précaires, c'est la lutte des chômeurs, c'est la lutte de l'ensemble des exploités à l'échelle de la planète. Et ça, pour ce qui est de la Tunisie, pour ce qui est de l'Égypte, ça nous laisse espérer que rien n'est terminé, que ça n'est qu'une étape dans la lutte. Et aujourd'hui, je pense qu'on a tout intérêt, bien sûr, d'abord à rester solidaire, aussi bien des luttes ici que là-bas. Et donc la question de la solidarité internationale doit rester au centre de nos réflexions. Il faut qu'on soit et qu'on réhabilite à l'occasion du 150e anniversaire de la première internationale qui va se dérouler. Il y a un grand événement qui va se dérouler à Nancy, qu'à l'occasion de cet anniversaire, du 150e anniversaire de l'international, qu'on retrouve le souffle des militants internationalistes, de ceux qui se battent pour qu'effectivement un autre